Voilà, on est presque mi-octobre. Je vais faire un pré-bilan là de la saison. Donc ici, je suis tout au fond de mon jardin et on voit cette zone là. Bon, c'est surtout ma zone de figuier et d'olivier. Dans ma précédente vidéo, là, j'expliquais qu'ici, j'ai eu un problème de fertilité. C'était pas extraordinaire. Le maïs, là, il fait allez, maximum 60, peut-être 1,30 m ici. Mais bon, même au niveau des fruits, il y en a beaucoup qui ont rien du tout. Là, j'en ai un. Alors, ce maïs avec un sol plein de nutriments. Donc ça, c'est le maïs brun. Bon, il est bicolore, hein. Ce maïs-là, normalement, il peut faire jusqu'à près de 3 mètres de haut. Donc on voit ici vraiment la fertilité, ça a un peu foiré. Bon, c'est la zone la plus loin de ma maison. C'est pas une planche que je cultive chaque année. J'amende pas assez par ici, mais bon voilà. J'ai eu aussi un autre problème, c'est qu'on a eu un énorme orage au printemps, au sortir du printemps. Et mon voisin, qui lui n'est pas en écologie du tout, il n'arrête pas de foutre des produits sur ses amandiers. Et donc on a eu un orage et j'ai eu cette zone qui s'est inondée parce que c'est des... Comment on appelle ça? C'est des terrains qui sont en espalier et lui il est un peu plus haut. Son terrain est en pente. Et donc on a eu le gros orage et il m'a ramené beaucoup de sa terre par ici et de son eau. Ce qui veut dire que tous les toxiques qu'il y a sur son jardin sont venus chez moi ici. Cette zone-là était inondée au printemps, j'avais planté des courges. Et ben voilà, il n'y a rien qui est sorti. Alors je pense que c'est dû à ça, hein. Lui, lui, il y va à tout ce qu'il trouve comme produits chimiques. Contre les herbes, contre les champignons, etc. Et les champignons mycorhiziens, c'est ce que je privilégie sur mon terrain. Donc du coup, avec tous les fongicides qu'il met chez lui, c'est venu chez moi, ça a un peu gâté mon terrain. Voilà. Donc j'ai ici ma zone la plus éloignée de chez moi, la zone 4. Ici, c'est ma zone 3. C'est encore une zone que j'amende pas tous les ans. C'est pas un sol très riche, j'ai pas eu des maïs très hauts ici. Mais bon, c'était surtout l'idée de mettre des plantes et d'irriguer cet été pour que la vie reste active dans les sols. Ici, on peut jeter un œil sur l'évolution du kiwano. Kiwano, lui, va me produire jusqu'en novembre, hein, il va continuer à pousser. Pas dans une forme extraordinaire, j'en ai déjà récolté 5 ou 6. Et on en voit encore ici. Voilà. Bon, celui-là, il n'est pas très gros, il ne s'est pas très développé. En voilà un autre qui arrive. Bon, alors là, le souci qu'on a eu dans cette région, c'est qu'il fait très chaud. Et depuis mi-août, on a eu des pluies, des fines pluies, des petites pluies, pas assez pour irriguer, mais assez pour attaquer, qu'il y ait des attaques fongiques sur à peu près tout. Alors, le kiwano, il s'est pas mal débrouillé, il a résisté, mais par contre, comme on va le voir, les pieds de tomates, c'est un peu la cata. Voilà. Bon, là j'ai ma planche de poivrons. Cette planche, elle n'était pas assez fertile. Bon, on produit des poivrons, hein. Continue à m'en produire, hein. Nous ici, on va pouvoir continuer jusqu'à peut-être aller ouais, jusqu'à novembre, jusqu'à la fin du mois, peut-être mi-novembre. Mais on voit déjà qu'il manque de soleil et il y a moins de photosynthèse, donc ça va plus lent. Là, ce que je suis en train de faire, c'est déjà de tailler les branches inutiles des poivrons, là, les pieds de poivrons, de manière à concentrer les efforts là où il y a des fruits. Voilà pour les poivrons ici. Le maïs. Bon, l'année dernière, j'ai fait du maïs popcorn. J'avais près de 18 kilos. J'en ai déjà récolté une partie. Là, j'en ai encore ici à récolter.
Bon, les plants ne sont pas très hauts. Les plants de ce plan-là de maïs popcorn, il peut atteindre 2 mètres, 2 mètres, 2 mètres 50. Ici, il n'est pas très haut. Allez, il va jusqu'à peut-être 1,50 m maximum. Mais bon, les fruits, ça m'a quand même donné des fruits. Ce sera peut-être des fruits qui seront un peu moins riches en sucre. Mais c'est ça. De toute façon, je l'ai fait aussi pour mes poules. Donc voilà encore une, deux. J'ai encore 2 planches à récolter. J'ai déjà ça à la maison. Voilà, juste derrière, j'ai mis mes courges. Mais bon, peu de fertilité, c'est pas extraordinaire. L'année dernière, j'avais beaucoup plus de butternut. Qu'est-ce que c'est ici là? C'est même pas une butternut, c'est une courge sucrée. Mais bon, on est en octobre et ça a tardé pour me donner des fleurs femelles. Et j'ai peu de fruits et le peu qu'il y a, il ne reste pas beaucoup de temps pour grossir. Hein. J'en ai une petite là, là au fond, bon, on voit qu'elle n'a pas pris, elle est un peu jaunâtre. Qu'est-ce qu'il y a ici? Ah, voilà une butternut. Mais l'année dernière, je pouvais avoir jusqu'à 3 butternuts par plant. Là, cette année, difficilement une. Ah non, là, j'en ai déjà récolté une cette saison. Donc voilà. Ah, en voilà une autre. Bon, avec le peu de luminosité qu'on a maintenant, c'est pas évident qu'elle fasse une bonne taille. Hein. Voilà, ça c'est une planche que j'ai récoltée. Le maïs sorgho-balai, le sorgho-balai. J'aime beaucoup cette plante là, elle fait plus de 3 mètres là. Hein. Et elle capte, j'utilise beaucoup le maïs et le sorgho pour décompacter mes sols avec des racines puissantes. Et surtout, c'est 2 plantes qui captent très rapidement beaucoup de carbone. Et ce carbone-là, il va aller nourrir le sol. Bon, il y a un petit truc que j'ai pas compris là, c'est que le sorgho a poussé. J'avais pas mal d'herbes sauvages là, une graminée qui est sortie. Et puis subitement, elle est morte. Bon, je crois qu'elle a fini son cycle parce que j'en avais aussi beaucoup ici. Peut-être qu'elle a fini son cycle. Donc je me demande quand même si c'est pas quelque chose d'halogène qu'il y a dans les racines du sorgho qui va éliminer la concurrence, toutes les herbes. Voilà une toute petite planche à récolter. Et ça va. J'avais semé du maïs l'année dernière. Ça poussait lentement au tout début. Je me disais qu'il n'y avait pas assez d'azote. Et finalement, les fruits sont très intéressants. Encore du maïs popcorn. Du maïs popcorn. Les tailles sont correctes. Voilà pour le maïs. Bon, je signale quand même qu'on est dans le sud-est espagnol. J'ai 2000 m² de terrain. Il y a près de 200 fruitiers. Donc là, j'ai des planches entre les arbres fruitiers. Il fait encore proche de 30 degrés hein, la journée. Le soir, on descend à 17 degrés. Donc ça va encore pour la pousse. Ce qui manque, c'est des heures d'ensoleillement hein, pour la croissance. Elle est un peu plus lente. Donc ici, j'avais semé de la laitue en plein été. Comme c'est entre les fruitiers, je me suis dit qu'à l'ombre, peut-être que ça allait me donner quelque chose. Donc elles sont montées en graines, hein, les laitues, pas moyen. Donc j'ai ressemé là récemment et je suis en train d'arroser manuellement avec l'arroseur là. J'humidifie là parce que j'ai mis des épinards et des laitues. Donc j'avais mis cet été des betteraves. Le problème c'est que je laisse mes poules. J'aime pas laisser les poules dans l'enclos. Là, j'ai dû les enfermer dans l'enclos parce que c'est pas possible. Je sème et puis elles viennent retourner mes planches et elles ont bousillé pas mal. Donc cet été, elles se sont régalées sur les betteraves. Elles adorent les betteraves, les feuilles de betterave. Voilà les quelques survivantes là. On a une là. Voilà. Donc on voit que la taille, elle est vraiment toute petite. Pourtant, ça va faire près de 3 mois qu'elles ont été transplantées ici. Bon.
Voilà, comme je suis à côté, voilà des oranges. Alors ça, c'est des oranges à jus. Et ce que je vois là, c'est que l'année dernière, il m'a produit énormément. Cette année, très peu. Les seules branches qui m'ont produit des fruits, c'est les plus récentes branches. Cette branche-là, elle a 2 ans et demi, celle-là. Et donc, c'est celle qui m'a donné beaucoup de fruits. Alors que les plus anciennes branches, euh, rien, rien, ou très très peu. Puisque je suis là, j'en profite aussi pour montrer ça. J'ai commencé à tailler l'amandier. Donc on voit que maintenant, les branches, elles arrivent à peu près à 2 mètres. Mais le truc, c'est qu'il montait comme celui-là, là. Il était comme celui-là. C'est-à-dire qu'il monte à plus de 5 mètres. Donc ça ne devient pas possible. Celui-là, je vais le tailler dans le même genre que cet amandier ici, là. On voit derrière l'abricotier aussi, il monte à 6 mètres. Je vais devoir lui faire une taille sévère, un peu comme cet amandier. Donc voilà pour ce qui est de la taille. Là, une planche de chou de Bruxelles. Donc je l'ai mis entre les fruitiers. Il y a plus d'ombre ici. J'ai une autre planche là-bas de chou de Bruxelles. Ils sont beaucoup mieux développés. Donc ça demande quand même pas mal de lumière. Alors ça a été semé, ça a été transplanté. Je crois que c'était en février, janvier par là. Oh, j'ai plus vraiment de souvenirs. Voilà pour les choux de Bruxelles, on va avoir l'autre planche tout à l'heure. Donc ça c'est ma zone 2. Là derrière on a vu la zone 3 et derrière la zone 4. Voilà la zone 2. Pour les tomates, et ben voilà, à cause des pluies qu'on a reçues en octobre, en août, il faisait très chaud et des pluies à peu près tous les 2 jours, des légères pluies. Et ça m'a attaqué les tomates. J'ai perdu 70% des pieds là, près de 70%, hein. On les voit et ils continuent de rendre l'âme là, les pieds, hein. Voilà une tomate des Andes. Bon, il résiste un peu mieux aux attaques fongiques. Mais j'en ai perdu une quantité de pieds là. Là, celle-là, il résiste un petit peu, elle traîne au sol, je vais la relever. Oh, ça continue de produire, hein. Puis c'est très productif. J'en vendais à peu près 600, à peu près d'1 kilo par semaine. Léger goût de citron, ces tomates. Tomates cerises, poire, jaune. Bon, on est encore sur la courgette. J'ai pas une production énorme de courgettes ici, hein. Bon, celle-là, je me suis amusé à la faire grimper. Bon, voilà pour les tomates. La tomate Comato, voilà. Elle résiste bien. Peut-être que je la redresse là. Hop. Elle a une meilleure résistance aux attaques fongiques, on dirait la Comato, hein. Bon, quand même, hein. Mais elle a de la force, elle continue à s'élever. Voilà une autre tomate des Andes. Oh, celle-là, elle a été piquée ou par des araignées. Oh, ça pourrait être des araignées ou les punaises, hein, qui attaquent les pieds de tomates. Ah, voilà, tomates des Andes continuent à pousser. Je n'ai pas une production énorme de ce plant. Encore une autre, là. Mais bon, et on voit que ce pied-là, il a été attaqué par des araignées. Ces araignées, elles viennent quand il fait vraiment très chaud. Et comme il continue à faire un peu chaud, on voit que ça se développe. Je ne sais pas si on voit un peu la mousse qui a l'espèce de toile, de petite toile que fait l'araignée. Donc voilà. Là, on voit bien l'attaque des araignées qui piquent dans la feuille et qui font des petits points comme ça. Voilà pour ouais, donc la tomate des Andes, elle résiste bien à l'attaque fongique. Voilà, ici elle s'est fait attaquer par des araignées.
Et puis ici, elle continue de pousser. Donc le pied là maintenant il doit faire près de 3 mètres de long. Allez, je ramasse celle-là. Donc voici pour les tomates. On va voir les aubergines, toujours dans la zone 2. Les aubergines, bon je sais pas ce qui s'est passé. Mon sol il était plutôt bon ici. Mais les aubergines, c'était super. J'ai acheté les graines, les graines de barbentane. Et puis c'était que des petits trucs comme ça. Bon, j'en récolte tous les jours. Je pourrais dire aussi que j'en mange quasiment tous les jours. Mais la taille, j'en ai eu très peu avec un calibre intéressant. Et donc du coup, comme ils n'avaient pas un calibre intéressant, je les laissais grandir, grandir. Et puis au final, elles jaunissent et voilà. Mais en gros, voilà la taille que j'avais cette année. C'est pas, c'est pas extraordinaire. Et puis j'en ai perdu pas mal, hein. Voilà, hein. Bon, je les mets au sol. Peut-être que ça va ressortir l'année prochaine. À son compte, comme on dit ici. Sinon, j'ai mes patates douces qui ont poussé entre les aubergines. À la fin du mois, il va falloir que je gère ça. Mais ça devient compliqué de trouver où elles sont. Le truc, c'est que quand les feuilles vont commencer à jaunir et disparaître, et je ne saurai plus où se trouvent les fruits. Donc je vais sûrement faire ça d'ici les 2 semaines, commencer à les récolter. Je passe sur la planche à côté, encore des aubergines. Donc bon, je commence à tailler le haut pour favoriser la croissance des fruits qui arrivent en dessous. Voilà encore une ancienne attaque de l'araignée. L'araignée rouge, bon, je crois qu'il y en a aussi des grises. Bon voilà, de toute façon maintenant qu'il fait plus humide et moins chaud, ils se sont fatigués là, les araignées là. Voilà, donc ici les aubergines, que je continue à récolter, hein. À côté une planche de maïs encore à récolter. Mais alors là, je ne sais pas trop ce qui s'est passé. J'ai aussi planté des butternuts. Et bon, j'ai pas de fruits, je crois en avoir vu un seulement. Avec tous les plants de courges que j'ai plantés par ici, ça a été un peu nul la production en fruits. Voilà, je vais en montrer quand même un. Ici, il est sorti tardivement, hein. C'est les fleurs mâles, hein, qui ont pris du temps pour sortir. Voilà pour la taille. C'est une courge très sucrée. Voilà, les courgettes, c'était pas un exploit. Les courges, ben non plus, hein. Voilà, par exemple un pied qui donne aucun fruit là. Et a priori, j'en ai perdu. Bon, peut-être que les poules aussi, elles m'ont fait un peu de dégâts. J'avais planté aussi du poivron chocolat. Je continue à récolter. Ça va. Voilà, un pommier qui est prêt à venir. Une chose à propos du goji. J'ai commencé à avoir une production explosive là, cette saison. À récolter. Puis hop, soudainement, j'en voyais plus. Et j'ai compris que c'était les oiseaux. Donc j'ai ramené ça. Ça a pu un peu les éloigner les premiers temps, mais voilà. Je pense que les oiseaux, ils ont compris que c'était un truc délicieux. Et ils attaquent maintenant. Je n'arrive plus trop à en récolter. Ici, j'avais dans cette planche-là, j'avais transplanté des oignons blancs. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que c'est comme variété qu'ils me vendent, mais les oignons blancs sont pas très gros. Et voilà un peu le diamètre. Donc du coup, ce que j'ai remarqué quand même avec cet oignon chaque année, je le fais chaque année le même problème, il grossit pas beaucoup. Peut-être qu'il manque trop de nutriments. Donc j'en ai récolté quelques-uns, je les laisse en terre et maintenant que la température baisse, je vais remettre l'irrigation et normalement au printemps je pourrai les récolter. Ce que j'ai vu aussi, c'est qu'ils se doublent et il peut y avoir 2 oignons qui sortent par petits oignons comme ça là. Voilà. Allez, un goji.
Voilà, ici ma zone 2 et enfin ma zone 1. Donc je voulais signaler quelque chose là. Peut-être que ceux qui suivent mes vidéos l'avaient déjà remarqué, mais j'ai des fruitiers. Là, c'est un néflier. Alors le néflier, il commence déjà à ramener ses fleurs qui vont se développer pendant tout l'hiver pour donner le fruit. C'est le premier fruit qui sort dans la saison en avril, fin avril, ou dans des bonnes conditions mi-avril. Et donc voilà, les feuilles sont jaunes. Ce qui se passe ici, c'est que on a un sol argileux, lourd, bon, avec très peu de fertilité. Depuis que je suis arrivé, j'en mets de la matière organique. Alors le néflier, il continue de croître dans des bonnes conditions puisqu'il a de l'eau et de la matière organique. Mais par contre, il a un problème pour aller chercher le fer et probablement le zinc aussi. Voilà pourquoi les feuilles sont jaunes. Et ce qui se passe, c'est que comme il se développe bien, d'après moi, les racines continuent de s'étendre dans le sol. Il passe la couche argileuse et il commence à toucher la roche. Et la roche est très calcaire. Et donc, le pH est très haut, très calcaire, et ça empêche les fruitiers de bien saisir le fer. Donc, j'ai du sulfate de fer. Je vais le diluer dans l'eau et je vais être obligé de lui en apporter là. Donc cet arbre-là, un néflier, on voit, il est beaucoup plus en forme, des belles feuilles, mais c'est un noyau qui est tombé, il a poussé, il a peut-être 3 ans et quelques, ce néflier-là. Et on voit les feuilles bien vertes, c'est que ses racines sont peu développées, il n'a pas dû toucher la couche rocheuse et très calcaire. Voilà un autre néflier qui a de la peine aussi pour aller chercher du fer. Donc ces arbres-là, ils étaient plantés avant que j'arrive, ils sont très vieux, je ne sais pas quel âge, mais au moins 20 ans. Donc le système racinaire, il est bien développé. Donc on voit ici le grenadier. Le grenadier, c'est pareil, les fleurs, les feuilles en haut sont pas très riches en fer, elles jaunissent un peu. Donc grenadier, une bonne production, les branches plient sous le poids et je commence à en manger depuis déjà 2 semaines. Et chaque jour, il prend un peu plus de saveur. Donc voilà ma planche de chou de Bruxelles. Voilà, les plants sont plus costauds, plus hauts. Bon, le sol, il doit être meilleur. Voilà, ce plan-là, par exemple, là il fait 1,50 m, 1,60 m presque. Voilà, et je récolte. Transplanté, oh là là, quand est-ce que j'ai transplanté? Peut-être en novembre de l'année dernière. Oui, oui, vers fin novembre l'année dernière, voilà. Donc, je les avais transplantés ici, de ma serre. Voilà la zone 1. Donc, dans chaque zone, j'ai une zone ouverte et une zone avec plus de fruitiers en ligne, donc plus d'ombre. Bon, tout ça, c'était dans l'idée quand même, quand je suis arrivé, de mettre de l'ombre dans ce terrain de 2000 mètres carrés où le soleil tapait le sol. Et en plus, un sol qui était labouré, où on ne laissait pas pousser aucune herbe. Voilà. Donc le sol, il avait besoin d'être protégé, d'être soigné. Ici, j'ai ma planche, une demi-planche de poivron orange. Là, on continue à récolter. Bon, avec le poids, il s'effondre. Normalement, on tuteur les pieds de poivron, mais bon, vu que c'est à la fin de saison, c'est vraiment à la fin de la saison qu'il commence à y avoir beaucoup de poids et qui se casse la gueule. Dans à peu près 2-3 semaines, c'est fini, ça produit plus, il n'y a plus assez de soleil, un peu plus frais, donc voilà, il est pratiquement à la fin de son cycle, ce qui veut dire que je vais laisser continuer de se débrouiller. Il a trop de poivrons, ce plan-là. Donc du coup, il va falloir que j'en retire parce que sinon ils vont rester petits tous. Voilà, une bonne taille. Alors le poivron orange, il a une chair très ferme, croustillante et il pèse. Donc voilà encore des pieds de tomates, plus ou moins. J'ai des pertes là, perte totale. Attaque fongique. Celui-là, il lutte pour survivre. Voilà. Vous vu une tomate ici. Qu'est-ce que c'est comme tomate? Ça va être une marmande.
Voilà, allez, on va essayer de la tenir. J'y crois pas trop. Je mange surtout des tomates cerises. Ah, quelque chose que j'ai oublié de dire. Ici, il y avait une planche de maïs. J'ai une autre planche en zone 3, plus loin. Donc, j'ai récolté les fruits, j'ai taillé le maïs au niveau de... Voilà, on voit ici. Je taille le maïs et bien sûr la matière organique, elle va au sol. C'est le but aussi de semer du maïs ici. Et voilà, juste à côté de l'ancien maïs, j'ai semé des fèves. Donc les fèves vont continuer de mettre en vie le sol, la vie du sol, tout cet hiver. Normalement, si on n'a pas de gelée mi-novembre, on a un petit coup de froid qui arrive toujours au mi-novembre de gel. S'il n'y a pas de gel, ou un gel prolongé en tout cas, la fève elle va résister. Et à peu près fin décembre, je vais pouvoir faire une première récolte de fèves. Ensuite, en général, en février, on a de la gelée. La fève fait un peu la gueule. Elle ne meurt pas forcément, mais elle perd des feuilles et elle repart au printemps. Et donc en avril, j'ai une seconde récolte. Voilà. Autre chose par ici, j'ai une planche ici, je viens de semer des carottes. C'est hyper dur de faire de la carotte par ici, hein. Il fait chaud, c'est très séchant. La surface, elle est très séchante, hein, au soleil. Donc je suis obligé de venir arroser à l'arrosoir pratiquement tous les jours. Et bon, j'ai quand même essayé 4 fois cette année de faire de la carotte, hein. Et toujours le problème, trop forte chaleur, ça sèche trop rapidement. Voilà, j'ai quand même vu quelques carottes qui sont sorties. Bon voilà, mais ce que je voulais montrer ici, c'est les choux. Là, j'ai du chou-fleur. Il m'a pas fait de fruits. C'était transplanté pareil en novembre, décembre l'année dernière. J'ai pas eu de fruits. J'ai quelques trucs. Il a cherché à plus ou moins monter en graines. J'ai pu récolter quelques petits trucs. C'est pour ça qu'il en manque là. On va quand même récolter. Et voilà, ça va faire plus de 10 mois qu'ils sont ici. Ils m'ont toujours pas produit de fruits. Ah ben on va voir. On va voir qu'est-ce qui se passe. On va voir s'il va m'en produire. Le chouquel à côté que je récolte à peu près tous les 10 jours, toutes les 2 semaines. Mais j'en récolte 1 kilo, hein. Il faudra peut-être que je fasse une vidéo, je sais pas comment, j'ai pas beaucoup de temps, donc ça demande de scénariser, mais faudrait que j'explique mon autonomie ici alimentaire. Je mange des fruits toute l'année, hein, à partir de mi-avril jusqu'à février. En février, on finit avec les citrus, mandarines, oranges, etc. Donc là, dernièrement, je mangeais des raisins, les raisins se finissent, je suis sur le kaki. J'ai 2 variétés de kaki, un kaki... Ah, qu'est-ce qui me pique là? Je me suis fait attaquer là au pied. Donc les kakis en ce moment, mais le problème, j'ai une rude concurrence avec les oiseaux là. Voilà. Donc il faut que je sois plus rapide qu'eux pour la récolte. Donc là, je suis sur les kakis, c'est le mois où je mange des kakis et des grenades. Donc il y a une période février-mars, 1 mois et demi où j'ai pas de production de fruits. Par contre, je me rabats sur les amandes, forcément des fruits secs. Voilà ma planche de poireaux. Donc sur à peu près 10 cm², j'en plante 4, hein. Donc il y en a qui sont bien gros, ils brouillent bien. Puis l'autre juste à côté un peu plus maigre. Donc ce que je fais, le plus gros, je vais le récolter. Et le deuxième aura un peu plus de nutriments pour lui-même. Quoi dire sur les poireaux? Voilà, c'est une plantation dense. J'ai commencé à en récolter et je vais bientôt en semer. Ceux-là, ils ont été semés en novembre de l'année dernière quand même, hein. C'est une longue culture les poireaux. Donc je vais me mettre à les semer là très prochainement, là, ces jours-ci, cette semaine. Ah voilà, dernière chose que je voulais dire ici,
c'est que je fais je suis jardinier aussi. Donc des fois, je vais donner un coup de main chez des gens et des gens qui veulent faire un potager organique aussi, un potager biologique. Donc, je leur prépare leur sol, je leur amène du fumier, un peu de matière organique un peu plus fraîche. Mais aussi, eux partent sur un sol détruit, mort, rien ne pousse, un sol argileux comme le mien. Donc, je leur ramène de mon sol parce qu'il est riche en bactéries, il est riche en œufs des œufs de vers de terre. Et donc, c'est bien d'apporter beaucoup de matière organique sur un sol qui n'a rien, qu'on veut régénérer. Mais s'il n'y a pas la vie du sol, cette matière, elle va plus poser problème sur un sol où il n'y a pas de vie. On peut ramener de la matière organique pensant que ça va fertiliser, c'est très long, c'est très lent. Donc du coup, ce que je suis en train de faire, j'ai creusé cette planche-là, une de mes plus anciennes planches de culture, très proche de la maison, et le sol était très bon. Donc j'ai ensemencé le sol des jardins que je suis en train de préparer pour essayer d'accélérer un petit peu le process, d'amener des décomposeurs, d'amener de la vie. En même temps que je ramène de la matière organique, je ramène aussi la vie la vie du sol qui va s'occuper de digérer tout ça, se multiplier, etc. Donc ici, je creuse à peu près à 15-20 centimètres, je retire de la terre. Et c'est pas un souci, parce que je ramène du compost et beaucoup de fumier de cheval. Voilà, le trou que j'ai fait, je l'ai comblé avec du fumier de cheval qui va composter cet hiver et qui va me faire un super sol l'été prochain. Euh, Ce sol-là, le fait d'avoir ramené de la matière organique les premières années, c'est par couche que le sol s'améliore. Donc au début, il s'améliore sur le premier centimètre, puis ensuite deuxième centimètre, troisième centimètre, quatrième centimètre. Là, au bout de 6 ans, j'avais un sol riche en matière organique d'à peu près allez, maximum 10 centimètres. Donc du coup, le fait d'avoir retiré tout ça, de l'avoir mis à un autre emplacement, le sol, je retombe sur de l'argile assez pauvre en matière organique. Et donc du coup, ce que je ramène là, eh ben, ça va relancer le sol en profondeur. Et je vais pouvoir ramener de la matière organique sans que ça me fasse une butte. Moi, ce que je veux, c'est des planches creusées, profondes, parce que je suis dans le sud-est espagnol. Je ne fais pas de planches élevées, c'est pas possible par ici, c'est trop séchant. Voilà, on va finir par les citrus. Forte production d'oranges l'année dernière, cette année un petit peu moins, mais ça va. Celui-là, je pense que je lui ai laissé trop de branches et il y a trop d'ombre à l'intérieur. Voilà. L'année dernière, il était blindé, celui-ci. Là, cette année, un peu moins. Donc voilà, ici, les feuilles, j'ai l'impression qu'elles me disent qu'il manque un peu d'eau ici. Je l'ai remis à arroser. C'est délicat l'arrosage des citrus, des orangers, parce que ils ont passé un été assez dur, assez sec. J'arrosais légèrement. Puis en fin août, j'ai voulu mettre beaucoup d'eau, dans le premier notamment. Il y a beaucoup d'eau qui est arrivée. Et ce qui se passe, c'est que le contraste entre sécheresse et d'un coup beaucoup d'eau, les oranges explosent. Elles se fendent. Donc, il faut faire attention à l'arrosage des orangers. Voilà. Hop. Et puis encore, non, c'est le dernier celui-là. Bon, j'ai les mandariniers, on va aller voir ça. Bon, les citrus, c'est quand même assez résistant à la sécheresse, hein. J'ai pas arrosé énormément, mais j'ai des belles mandarines qui arrivent là. En 6 ans de transplantation, le mandarinier, ils n'ont pas produit énorme, hein. Donc c'est très très lent cet arbre-là, hein. Au contraire des orangers qui produisent un peu plus rapidement. Celui-là, il a une maladie et apparemment, je l'ai taillé, j'ai fait un petit peu attention et il reprend vie. C'est assez délicat les mandariniers. Voilà une autre variété de mandarines.
petit calibre là, hein. Bon, le truc c'est qu'il est à côté d'un pin de deux gros arbres qui étendent leurs racines et qui volent toute la flotte. Donc ces arbres-là, qui sont trop proches, sont vraiment en concurrence avec ces énormes arbres. Alors le citronnier, cette année, il me donne toujours un petit peu chaque année, mais là c'est abusé. C'est abusé, il y a presque autant de fruits que de feuilles, hein. C'est, les branches croulent sous le poids. Je suis même obligé de tutorer les planches, les branches, parce que le truc il se cassait la gueule. Là, c'est abusé le nombre de citrons qu'il y a cette année-là. Chaque année, il y a un problème de pollinisation. Il me donne beaucoup de fleurs, mais au final, j'ai pas beaucoup de fruits. Donc cette année, peut-être que la saison a été meilleure. Les pluies ne sont pas venues au moment de la pollinisation. Et voilà. L'autre chose, c'est que sachant qu'il y a concurrence pour la flotte avec les gros arbres là, j'ai quand même donné de la flotte. D'autant plus qu'il a beaucoup de fruits. Si je veux avoir un calibre intéressant, je suis obligé de mettre de l'eau ici, hein. Bon, bah voilà pour la visite. Voilà un cas d'éclatement du citrus. Voilà pour la visite début octobre. Voilà un plant qui a 1 an et que j'ai récolté quand il a fait sa tête. Et puis on voit des, des branches secondaires qui sortent et qui donnent encore des têtes. Et donc ça va faire 6 mois que j'arrête pas d'en récolter. Je taille, comme on voit là, et ça repousse et ça en redonne. Donc du coup c'est pas commercialisable, mais c'est très bien pour une conso personnelle, hein. Voilà, le pied est énorme.